Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Mathieu Tardy, je suis interne à l'IGR en anesthésie et je vais vous parler du bloc de l'érecteur d'Irachis, notamment en chirurgie scénologique, qui est donc un nouveau bloc qui a été décrit depuis 2-3 ans. Donc on va commencer avec un cas clinique, donc c'est une patiente qu'on a eue à l'IGR, donc c'était une dame de 48 ans qui faisait 1m58 et 73 kg, qui avait pour somme antécédent médical donc un cancer du sein pour lequel elle avait été opérée, elle avait une tumorectomie donc à droite. L'histoire de la maladie, c'est que sa tumorectomie en fait était incomplète. Il y avait une indication à refaire une mastectomie totale. Et pour mémoire, c'est une dame qui, lors de sa première chirurgie, avait des douleurs post-opératoires importantes et qui était très anxieuse vis-à-vis de cette nouvelle chirurgie. Donc au bloc, le niveau chirurgical, c'était une mastectomie sans curage associé. Sur le plan anesthésique, donc on lui a fait un bloc des érecteurs du rachis en préopératoire. On a mis 30 ml de repli 0,475%. Ensuite, elle a une anesthésie générale sous rémifentanil avec une analgésie multimodale. Et en post-opératoire immédiat, en salle de réveil, elle avait une EVS qui était entre 1 et 2, sans recours à de la morphine en complément. Quand on regarde en post-opératoire un peu ses scores de douleur et les antalgiques qu'elle a reçus, donc H0 représente son retour en chambre, et puis après le suivi toutes les 4 heures, donc on voit qu'elle avait une EVS qui était à 0 jusqu'en gros pendant plus de 24 heures, elle avait 0 de VS, avec une seule fois une consommation de paracétamol et de tramadol. En dehors de ça, elle n'a eu aucun autre antalgique. Donc un bloc qu'on a l'impression qui marchait plutôt bien. Au niveau de la littérature, donc c'est un bloc qui est donc récent. Si on regarde un peu au niveau des fils, qu'on essaye de regarder les essais cliniques, il n'y a rien. Pour le moment, il n'y en a aucun. Sur le nombre de publications, donc, il y a eu une première étude qui est parue en 2016, donc c'était l'étude Princeps, c'était la seule. Donc après, vous voyez que le nombre de publications est en nombre croissant avec 20 publications en 2017 et un peu plus de 130 en 2018. Là, en 2019, on est déjà à peu près à plus de 30 publications, donc déjà plus que ce qu'il y avait surtout 2017. Et puis si on s'intéresse un peu donc sur Clinical Trial, on a déjà à peu près plus de 50 études comparatives qui sont en cours par rapport à ce bloc. Donc ce bloc, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un bloc qui a été décrit donc en 2016 par le docteur Forero. Le principe en fait c'est d'aller injecter de l'anesthésique locale sous les muscles érecteurs du rachis qu'on voit dessiné ici, avec donc au niveau de la pointe de la flèche, d'injecter des anesthésiques locaux à ce niveau-là au contact de l'apophyse transverse, avec en principe une diffusion qui va aller sur plusieurs métamères en hauteur, et on a un effet analgésique, un effet antalgique qui est décrit pour la chirurgie abdominale et thoracique initialement. Donc pour reprendre un peu l'anatomie et l'innervation de la paroi thoracique et des muscles, donc là on a la moelle épinière qui est représentée ici, avec le nerf spinal qui va partir ici. La partie en rouge, donc c'est la partie qui va innerver les ganglions sympathiques. On a le rameau dorsal donc, du nerf spinal qui va émerger pour innerver donc, la partie dorsale, les muscles et la peau au niveau du dos. Ensuite, on va avoir du coup la formation du nerf intercostal qui est la branche ventrale du rameau du nerf spinal qui va cheminer entre les muscles intercostaux internes et intimes pour finir ici et aller innerver la paroi antéro-médiale du thorax. Et on va avoir aussi une branche latérale qui va émerger à peu près au niveau axillaire et qui va, elle, innerver la partie cutanée latérale qui va aller un petit peu donc en postérieur, un petit peu en intérieur, mais qui va être surtout latérale. Et l'innervation donc profonde va être surtout assurée par ce rameau ventral. Au niveau des muscles qu'on va traverser lors de la ponction, il faut regarder l'aiguille représentée en numéro 2. On va donc traverser premièrement le trapèze, le rhomboïde, et on va arriver sur l'érecteur du rachis avec une injection qui sera située en dessous. Donc pour rappel, les muscles érecteurs du rachis sont au nombre de 3. Il y a les iliocostaux, le longissimus et les muscles épineux. Donc nous, ce qui nous intéressait à l'IGR, c'était l'analyse pour les chirurgies du sein. Donc ça, c'était juste une diapo pour rappeler l'innervation du sein, qui est assurée essentiellement par les rameaux de T2 à T6, et le creux axillaire généralement associé au niveau T2, plus ou moins selon les variations anatomiques, T1, T3, mais globalement, il faut retenir T2. Donc les premières études qui avaient été décrites, c'était celle de 2016 dont je vous parlais par l'équipe de Forero. C'était une étude en fait où ils avaient fait le bloc des érecteurs du rachis sur donc deux patients qui avaient des douleurs neuropathiques chroniques au niveau thoracique. Ils l'ont fait ensuite sur deux personnes qui subissaient une lobectomie sous thoracoscopie, et ensuite ils faisaient une étude cadavérique de dissection après injection sur le bloc des érecteurs du rachis.
Donc là à droite, on peut revoir une reconstitution 3D après injection, où on voit ici la diffusion donc, céphalo-caudale qui est assez importante, plus une diffusion en antérieur dans l'espace costo-transverse. Donc ça c'est toujours la même étude, donc ça c'était le patient qui avait des douleurs neuropathiques chroniques après l'injection. On voit ici qui représentait le bloc sensitif qu'il avait après injection de 20 ml de bupivacaïne à 0,25%. Donc avec un bloc sensitif qui allait au niveau comme ça dorsal et qui allait en antérieur sur la partie médiale, quasiment jusqu'au sternum. Et au scanner, on retrouve toujours cette même diffusion céphalo-caudale importante. Donc ça c'était juste une autre étude de cadavre où là on avait injecté pareil 20 ml de produits de contraste et après la dissection, donc on voit bien qu'il y a une diffusion après une injection en T5, on a une diffusion qui est très importante sur le niveau céphalo-caudal et avec après ils avaient retrouvé jusqu'à 6 nerfs spinaux qui étaient touchés par la diffusion du colorant. Donc au niveau de la technique, donc on fait une ponction en fait selon le niveau souhaité d'analgésie. Donc pour la chirurgie du sein, ce qui va nous intéresser, nous, ça va être en T4 et en T5. On va repérer notre apophyse transverse, là qui est représentée ici en anéchogène sur l'image, et injecté, qui se trouve généralement à 3 cm de la ligne médiale. On va voir nos 3 couches musculaires, le trapèze, les rhomboïdes et l'érecteur du rachis. On va faire une ponction in plane avec l'aiguille qui arrive soit de ce côté, soit de l'autre. On va se mettre au contact de l'apophyse et on va injecter notre anesthésique locale et on va avoir une bonne diffusion. Voilà, donc ça c'était juste pour remontrer. Donc on voit bien les 3 couches musculaires, nos apophyses transverses, l'aiguille qui arrive et ensuite la diffusion de l'anesthésique locale sous le muscle des réacteurs du rachis au contact des apophyses transverses. Alors il y a une des seules études randomisées sur le sujet, donc c'était une étude qui est parue en 2018 qui évaluait en gros pour une chirurgie du sein qui était essentiellement des mammectomies. On étudiait donc le bloc des érecteurs du rachis versus rien sur les douleurs post-opératoires avec comme critère de jugement principal la consommation de morphine post-opératoire. Donc on voit les scores de douleur à 1, 6, 12 et 24 heures où là on n'avait pas de différence entre les deux groupes. Par contre si on s'intéresse à la consommation de morphine dans les deux groupes, on voit qu'il y a une différence en faveur du groupe de l'érecteur du rachis qui consomme nettement moins de morphine que le groupe contrôle pour avoir des scores de douleur identiques. Donc on avait plutôt l'impression que ça marchait à ce niveau-là. Le reste des études, c'est essentiellement des cas cliniques. Donc là, je vais vous en présenter deux. Donc là, c'était donc un cas clinique paru en 2018 qui montrait, après une mastectomie avec ganglion sentinelle et pose d'expandeur, il faisait donc un bloc d'érecteur du rachis avec 20 ml de ropivacaïne et mettait ensuite un cathéter en place avec un mode PCA. Les patientes étaient endormies avec anesthésie générale et rémifentanil péropératoire arrêté donc en fin d'intervention. Les deux patientes de ce cas clinique avaient donc des EVS qui étaient à 0 à J1 et à J2, des blocs sensitifs qui allaient donc de T2 à T8 et de T3 à T7, donc là où on avait une bonne extension au niveau métamérique, et les deux patientes n'avaient pas reçu de morphine en post-opératoire. L'autre cas clinique, c'était sur une dame de 59 ans qui était hypertendue et BPCO, qui avait elle aussi une mastectomie, des poses d'implants et une réduction mammaire au niveau contralatéral. Là, dans ce coup-ci, ils ont fait une ponction au niveau bilatéral en T5, avec 23 ml à chaque fois de chaque côté, avec un mélange d'anesthésiques locaux. Toujours pareil, une anesthésie générale avec du rémifentanil arrêté en fin d'intervention, une analgésie multimodale, et des scores de douleur en post-op qui étaient en moyenne à 1 sur les 24 heures post-opératoires, sans besoin de recours à des antalgiques supplémentaires. Donc on avait plutôt l'impression que c'était un bloc donc qui marche. Après la question c'est un peu comment ça marche, là c'est plutôt débattu dans la littérature. Il y en a qui disent qu'il y a une diffusion directement dans l'espace paravertébral à travers le foramen costo-transverse. D'autres qui disent que ça diffuse toujours dans l'espace paravertébral mais cette fois via le ligament supérieur costo-transverse. Ou alors encore qu'on avait une diffusion dans l'espace intercostal péridural via le foramen intervertébral cette fois-ci. Quoi qu'il en soit, dans toutes les études, il rapporte comme une diffusion céphalo-caudale qui est majeure, avec une diffusion ensuite latérale en fonction des études. Donc les limites de ce bloc, pour le moment, même s'il est récemment décrit, il y en a quand même quelques auteurs, surtout un, qui essaie de trouver les limites de ce bloc. Donc lui, il avait retrouvé un cas de pneumothorax pour une mastectomie après un érecteur du rachis. Et ce même auteur, il décrit aussi deux cas de mastectomie où après injection de 25 ml de lévobupi, on avait une anesthésie
enfin une analgésie au niveau T2, T6 avec un bon bloc sensitif, mais par contre au niveau médial, on n'avait aucune analgésie. Donc ces résultats ils sont corroborés aussi avec une étude cadavérique toujours, où après injection de 20 ml de produits de contraste, on voit que les produits de contraste, il arrive à ce niveau-là, il diffuse bien au niveau céphalocodal, par contre il ne retouche pas du tout le rameau ventral, qui comme je vous le rappelle c'était le rameau qui va donner les nerfs intercostaux, et donc il innervait la partie donc antéromédiale du thorax. Voilà, c'était celle qui est représentée en vert, hein, le rameau ventral, donc c'est celui aussi qui nous intéresse pour une mastectomie. Et donc celui-là n'était pas du tout pris en compte par la diffusion. Donc ensuite il y a pas mal de controverses donc, sur la diffusion dans l'espace paravertébral et donc l'atteinte du rameau ventral. Il y a aussi une discussion sur le fait que est-ce que quand on a une diffusion sur un cadavre, est-ce que finalement ça va refléter exactement ce qui va se passer in vivo sur la diffusion, l'efficacité clinique, etc. De plus, sur toutes les études qu'on avait sur cadavres, il y a un débat sur quel colorant on utilise, à quelle concentration, est-ce qu'on met du latex dedans, est-ce que le cadavre a été conservé de telle ou telle sorte, avec une influence après de la dose, du volume de l'injection, de la concentration, de la force d'injection, de l'orientation de l'aiguille, etc. Donc pas de vraie pratique bien standardisée. Une dernière étude sur la diffusion qui est parue en 2018, donc là c'était sur une patiente de 38 ans qui avait des douleurs chroniques en post-opératoire d'une chirurgie viscérale, chirurgie qui n'était pas précisée mais qui avait des douleurs chroniques avec une EVA supérieure à 6 en continu, pour lequel ils avaient fait donc un bloc directeur du rachis, ils avaient fait 30 ml de bupi et ils avaient mis un petit peu de gadolinium. Après le bloc, elle a plus du tout de douleur avec un niveau qui va de T6 à T12 et ils lui en font l'IRM. Au niveau de l'IRM, donc on voit bien qu'il y a toujours cette même diffusion céphalocodale qui est importante, avec une diffusion à travers le foramen intervertébral, avec toutes les flèches qui sont représentées en jaune. Et ici on peut voir donc qu'il y a une diffusion même à travers le nerf intercostal, ici à travers le foramen intervertébral qui va aller jusqu'à l'espace paravertébral, et on a même une diffusion au niveau péridural qui va aller de manière circonférentielle, même en contralatéral. Donc maintenant on peut dire quelle place de ce bloc dans la chirurgie scénologique, sachant qu'on a déjà plusieurs blocs disponibles, dont le bloc paravertébral, qui lui c'est actuellement le gold standard, c'est celui qui a été le plus étudié. Le problème de ce bloc entre guillemets c'est la diffusion métamérique qui s'étend souvent jusqu'à 3 métamères si on fait une injection unique, sachant que nous pour l'innervation du sein, si on fait par exemple un curage et qu'on veut une analgésie de T2 à T6, on va souvent être un petit peu juste. Donc pour le sein, on a souvent besoin de faire plusieurs injections pour améliorer l'efficacité. Et c'est un bloc qui n'est pas dénué d'effets secondaires parce qu'on a plusieurs complications potentiellement graves, dont le pneumothorax qui est redouté, avec même des cas de rachis total après bloc paravertébral. Alors au niveau du bloc paravertébral, le souci on va dire, c'est que tout ce qui évalue son efficacité, ses taux d'échec, ses complications, etc., souvent il y avait pas mal d'études où c'était encore la ponction à l'aveugle avec le double ressaut. Il y avait pas encore il y a peu d'études qui l'évaluent sous échographie dans les centres experts entre guillemets qui ont l'habitude de le faire. Les données que j'ai retrouvées, c'était qu'on avait un taux d'échec qui était aux alentours de 5%. Au niveau des pneumothorax, on était à moins d'1% sur une méta-analyse, mais pareil, qui a regroupé aussi des blocs qui étaient faits sans échographie. Donc souvent on se demande est-ce que sur telle chirurgie, une chirurgie scénologique qui est considérée comme une chirurgie mineure, est-ce qu'on risque de se faire ce bloc avec un risque de pneumothorax. Voilà, donc ça faudrait bien le réévaluer. Et une autre particularité, donc c'est un bloc qui se fait soit en décubitus latéral, soit en position assise chez un patient éveillé. Ça peut se discuter de le faire chez un patient endormi, mais généralement c'est fait chez un patient éveillé. Un autre bloc qu'on peut faire pour la chirurgie du sein, c'est le PEX, avec maintenant le PEX2 qui a été décrit et qui est indiqué donc dans la chirurgie du sein. Le principe c'est de faire une injection d'une part entre le grand et le petit pectoral, et ensuite sous le petit pectoral au contact du sartorius. L'avantage de ce bloc, c'est que c'est un bloc qui peut se faire chez le patient qui est endormi, qu'on peut faire en décubitus dorsal, on n'a pas besoin de mobiliser le patient. C'est un bloc de diffusion avec a priori peu de complications au niveau de ce bloc. Mais pareil, c'est un bloc qui est pas très bien évalué encore, où on a peu de données dans la littérature sur l'efficacité et les complications. Et les inconvénients de ce bloc, c'est qu'on ne couvre pas notre fameux rameau ventral qui va innerver la partie antéromédiale du thorax et ne couvre pas non plus le creux axillaire.
Donc c'est un bloc qui peut être intéressant, on va dire, pour tout ce qui est tumorectomie latérale et chirurgie donc latérale du thorax. Donc il y a une étude là qui est parue il y a quelques semaines qui évaluait donc la différence entre le PEX et le bloc directeur du rachis sur mastectomie. Donc c'est un bloc où c'est une étude où en gros il faisait soit 20 ml en érecteur du rachis, soit il faisait 30 ml au niveau du PEX. Donc ça on pourra discuter, mais il y a déjà un petit biais à mon sens. Et ensuite ils évaluaient la consommation de tramadol en post-opératoire qu'ils prescrivaient avec une PCA, et ils utilisaient de la morphine en rescue. Et donc pour eux par contre le PEX était plus efficace avec moins de tramadol en post-op pour le groupe du PEX, moins de morphine post-op pour le PEX et moins de douleur pour le PEX. Donc à voir, c'est une des premières études là qui compare un peu ces deux blocs, et j'en ai pas trouvé d'autres. Donc actuellement, si on regarde un peu sur la chirurgie du sein, on a 13 études qui vont évaluer, en clinical trial, il y a 13 études là qui s'intéressent à comparer un peu le bloc paravertébral et l'érecteur du rachis ou le PEX. Donc on a des vraies études comparatives qui devraient arriver prochainement. Donc en discussion, donc l'ESP, c'est un nouveau bloc donc on a plusieurs cas cliniques avec une bonne efficacité. L'avantage théorique, c'est une extension métamérique importante, avec a priori un risque théorique faible de complications, même si il y a déjà des cas de pneumothorax qui sont décrits, mais en venant au contact de l'apophyse transverse, normalement on risque pas grand chose. Mais pareil, on manque d'études pour bien évaluer encore son efficacité, son taux d'échec, ses doses toxiques, les complications potentielles, etc. Donc pour conclure, on a le bloc paravertébral, c'est le gold standard actuellement en chirurgie du sein. Maintenant, avec l'avènement de l'échographie et a priori de la diminution des complications, est-ce que vraiment on a besoin d'un autre bloc, sachant que celui-là marche a priori très bien. La seule avantage, comme on a dit, c'est la diffusion éventuellement métamérique qui serait plus important en injection unique avec le bloc directeur du rachis. Donc est-ce que finalement, une des indications, ça pourrait être quand on a la mastectomie avec le curage, où là on a besoin de plus d'extension métamérique qu'avec un bloc paravertébral en injection unique. Pardon. Et pour répondre, du coup, là on va avoir besoin d'études comparatives entre le bloc paravertébral, l'érecteur du rachis, l'érecteur du rachis, le PEX, ou même le PEX et le BPV. Voilà, donc on attend de toutes ces études. Voilà, merci.